tous, bienvenue à l'édition 2021 de notre conférence Capital Transmission. Alors évidemment, on aurait tous voulu pouvoir vous accueillir ici dans cet amphithéâtre au siège du groupe Les Écoles Parisiens. Ce sera pour une prochaine fois. On vous remercie en tout cas de votre fidélité et de votre participation à cet événement. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions pendant les tables rondes. On verra en fonction du timing si oui ou non on a le temps à l'issue des différents panels de faire une petite question-réponse, une petite session de questions-réponses. On va passer à peu près 1h30 ensemble ce matin sur la thématique du LBO. On parlera du marché, on parlera également du sujet des restructurations, toujours dans un angle buy-out. Nous aurons également une table ronde sur les fundraising et en clôture de l'événement, Claire Chabrier, vice-présidente de France Invest, prendra la parole. Alors on va commencer pour planter le décor avec une table ronde panorama du marché. Nous avons ici 5 intervenants qui vont participer à ce panel. Maxence Bloch, avocat associé du cabinet d'avocats Goodwin. Olivier Dardel, vous êtes président de Canaccord Genuity en France. Vous êtes le banquier d'affaires de cette table ronde. François Donto, vous travaillez chez Intralinks. Louis Gaudron est en visio, il va nous rejoindre, managing partner d'Argos With You. Et Emmanuel Miquel, vous êtes managing partner au sein de l'équipe Buyout d'Ardian. Alors, dans cette table ronde, on va parler évidemment de la dynamique du marché LBO, de la solidité du deal flow, de l'évolution des valorisations, et puis bien sûr, c'est une surprise pour personne, de cette espèce de polarisation du marché, de la ruée sur certains actifs et d'autres qui sont un peu plus délaissés. Je vais, avant de passer la parole à François, vous livrer quelques chiffres qu'on a compilés à Capital Finance. On a recensé de notre côté 182 buy-out sur l'année 2020. C'est à peu près 25% de moins qu'en 2019, avec évidemment quelques grosses transactions dont vous avez tous entendu parler, si bien qu'en fin d'année, on a une dizaine de LBO de plus de 1 milliard et une petite dizaine aussi de LBO entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Alors, on va commencer dans ce panorama à prendre un peu la température, on va dire, du marché. On va commencer avec vous, François, puisque vous accompagnez les fonds dans leur processus d'audit, d'acquisition, de due diligence. Vous êtes un peu ce baromètre, ce poste d'observatoire avancé. Comment vous le qualifiez aujourd'hui, l'environnement du marché ? Bonjour Emmanuel, merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on est un poste d'observation avancé, comme vous le dites. On réalise 10 000 deals par an dans le monde. Ce qui nous a frappé cette année, en tout cas l'année 2020, premièrement, c'est la digitalisation des processus M&A et des due diligence, et avec une capacité d'adaptation de tous les acteurs du M&A phénoménale. Du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à digitaliser le processus, à l'instar de cette grande banque américaine avec qui j'échangeais la semaine dernière. Les 200 derniers deals qu'ils ont effectués sur H2 2020, 95% d'entre eux étaient complètement digital. Quand je dis digital, c'est l'utilisation de drones pour faire des visites de sites, de Zoom pour des board meetings. Voilà, il n'y a pratiquement plus d'échanges physiques. Donc ça a permis à tous les acteurs de continuer à faire des deals et donc du coup de poursuivre les négos. Donc ça explique aussi un peu une espèce d'amortisseur à la baisse, on va dire, dans la dynamique des opérations. Exactement. Vraiment très très vite, les gens se sont adaptés. Et le marché, à part la petite chute en Q2, le marché a très vite repris. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est ce que nous on a observé au sein des data rooms que l'on loge. C'est une augmentation de 11% de la durée des due diligence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en moyenne, les deals ont eu plus de temps à être faits, à être finalisés. Par contre, à contrario, on a constaté plus de deals préemptifs. Les bons actifs partent très vite. Vous avez des négos qui sont en mode éclair. Le deuxième élément qu'on a constaté sur les data rooms, c'est l'augmentation du volume des data rooms. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que les acheteurs veulent voir plus de données. Ils sont plus friands, ils veulent prendre moins de risques, c'est ceinture et bretelles. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est l'avenir. Ce qu'on a observé chez Intralinks en H2 2020, c'est une augmentation de 20% du nombre des opportunités créées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le banquier d'affaires, le fonds d'investissement, le corporate,
qui nous appellent, le cabinet d'avocats, qui nous appellent et qui nous demandent un devis pour une data room. On a une croissance de 20% sur H2, mais avec une énorme croissance sur Q4. Donc ça nous fait entrer en 2021 avec un très fort momentum. Nous, de notre côté, beaucoup d'enthousiasme et de positivité, et on ressent un retour de la confiance chez les acteurs du M&A. Bien, donc là on est sur un trend plutôt positif, en tout cas dans le pipe que vous avez engrangé. Olivier, vous en tant que banquier d'affaires, est-ce que vous partagez le constat que fait François d'une dynamique qui est revenue et d'un marché qui a envie d'en découdre ? Oui, bonjour, absolument. Je pense qu'il y a un chiffre que tu évoquais, c'était que les volumes sont en baisse de 25%, mais finalement ça reflète uniquement le fait que peut-être mars, avril, mai, les transactions étaient entre parenthèses puisque tout le monde était occupé à réorganiser un petit peu les équipes avec la Covid, ce qui veut dire simplement que 25% c'est 3 mois d'activité mis entre parenthèses. Donc si on enlève ces 3 mois d'activité entre parenthèses, le marché a été relativement stable. Donc sur les volumes, c'est le premier constat, c'est qu'ils sont là. Le deuxième constat, c'est que les valorisations sont très élevées, mais on va y revenir, je pense que ça masque peut-être des marchés à plusieurs vitesses. Mais les valorisations sont là parce que de toute façon, on a toujours un afflux extrêmement important de fonds dans le private equity, qui là aussi se scinde dans plusieurs investisseurs qui viennent de plus en plus. On a non seulement les fonds private equity traditionnels, mais on a également les fonds souverains qui commencent à être de moins en moins des LPs, mais des intervenants directs. On a les family office aussi qui sont passés de LPs à intervenants directs. Et puis on a l'infrastructure qui devient de plus en plus de l'infra-like. Et on voit les fonds d'infrastructure venir sur des segments de marché qui sont historiquement plutôt réservés au private equity traditionnel. Donc plus de monde, plus d'argent. Et puis, on le sait très bien, les valorisations, c'est de la liquidité sur les fonds propres, de la liquidité sur de la dette. Et puis la Covid, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait qu'elle ne fait qu'augmenter le montant de dette des États. Donc si les États veulent repayer leurs dettes, il ne faudrait pas trop que les taux d'intérêt augmentent. Et tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas, les prix restent élevés. Donc il y a du volume, les prix restent élevés. Mais petit bémol quand même à tout ça, c'est qu'il y a des secteurs qui explosent parce qu'ils sont résilients, ils sont en croissance, ils ont des bons managers, il y a du build-up, il y a de la liquidité. On peut citer 4 sous-secteurs, la santé, l'éducation, les fintech et les financial services. Je pense que ces 4 secteurs-là explosent. Et puis il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile, mais pas parce que ces secteurs sont en soi moins attractifs, mais c'est qu'ils ont moins les 4 critères qu'on a évoqués et il y a un flight to quality, entre guillemets, qui fait qu'on voit certains secteurs vraiment avoir une valorisation qui va vers des extrêmes avec des multiples à 2 chiffres et parfois supérieurs à 15 fois l'EBITDA. Et par contraste, d'autres qui restent à des valorisations somme toute très attractives. Il y a encore 2-3 ans, on pensait que ces secteurs-là étaient très très bien valorisés. 8 à 9 fois l'EBITDA pour un industriel, c'est bien valorisé. Mais en contraste, quand d'autres partent à plus de 15 fois, on a l'impression qu'on a un marché un peu à 2 vitesses. Merci beaucoup Olivier. Peut-être une question que je voulais vous poser dans les discussions amont que vous pouvez avoir avec les vendeurs, avec les managements. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils veulent du private equity, aller avec un fonds, poursuivre avec un fonds, s'ouvrir à un fonds plutôt que de regarder d'autres solutions de liquidité, notamment sur les marchés financiers? Est-ce que dans la tête des managements et dans la tête des familles, c'est devenu un peu un must-have, ces opérations de private equity? Oui, c'est un must-have, mais pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que je regardais une émission l'autre jour sur une chaîne d'information qui parlait des ETI. Le private equity, c'est quand même un instrument extraordinaire pour structurer des entreprises et passer de l'entreprise, j'allais dire familiale, à une entreprise un peu plus, j'allais dire professionnelle au sens structuré, et passer de la PME à l'ETI et la faire grandir. Et le private equity amène des outils dont ont besoin les managers et les chefs d'entreprise. Et il y a une raison pour laquelle aussi on passe d'un LBO à un autre LBO. On oublie de dire qu'on passe d'un type de fonds à un autre type de fonds. Et on accompagne les entreprises. On peut prendre une société qui devient nationale. Après, il y a un savoir-faire, peut-être une autre catégorie de fonds pour passer à l'international. Et puis, on peut avoir des besoins de digitalisation, et c'est aussi une autre catégorie de fonds. Et à chaque étape de la vie d'une entreprise correspond un savoir-faire d'une catégorie de fonds. Et ça, je pense que les patrons et les entrepreneurs et les équipes de management en ont bien conscience. Et c'est vrai que je trouve que le private equity fait très bien son métier, qui est d'amener autre chose que de l'argent. D'ailleurs, simplement l'argent, c'est plus un argument pour gagner.
Merci beaucoup Olivier. Alors on va demander à Emmanuel et à Louis, nos représentants fonds d'investissement ici, est-ce qu'ils partagent les constats qui ont été dressés depuis le début de cette table ronde, à la fois sur la dynamique du marché, sur le deal flow, sur les valorisations. Emmanuel, est-ce que vous êtes globalement aligné avec ce qui vient d'être dit? Non, je suis très aligné avec ce que dit Olivier. C'est vrai que pour moi, les 3 caractéristiques fondamentales du marché sont celles qu'Olivier évoquait. Un marché où il y a beaucoup de liquidités, un marché dynamique à la fois d'un point de vue equity, mais également d'un point de vue dette, puisque les beaux actifs sont très largement financés et aujourd'hui les marchés sont complètement ouverts. C'est effectivement un marché qui se polarise avec ce flight to quality que tu évoquais, avec évidemment les secteurs qui ont montré de la croissance, de la résilience, des barrières à l'entrée, que sont la santé, l'éducation, la tech, l'alimentaire aussi, le food, qui eux continuent d'attirer et qui continuent dans une logique de réallocation d'actifs et de liquidités à attirer des capitaux, et versus des secteurs qui ont plus souffert, l'auto, l'aéro, qui eux évidemment ont plus été impactés par la crise. Et c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel, tu l'évoquais. À la fois parce que dans le secteur du LBO, il y a aussi de nouveaux entrants, et en tout cas de nouveaux entrants sur la géographie France, qui montrent l'attractivité du marché français. On voit des équipes comme Equity, comme KKR, qui ont renforcé leur bureau parisien. Et puis on a aussi toute une catégorie d'acteurs qui aujourd'hui regardent des situations qui étaient du LBO classique. On a parlé des family office, on a des fonds d'infra qui vont sur du social infra, donc de l'éducation, des maisons de retraite. On a des investisseurs, nos LP qui viennent en direct, on l'évoquait, des gens comme CDPQ, CPPIB, PSP. Et puis on a des fonds long terme aussi, donc des acteurs classiques du LBO qui réfléchissent à une proposition de valeur sur des fonds long terme. Donc c'est un marché où il y a des opportunités, mais dans lequel il faut être agile, très préparé, et avec une dimension qui est peut-être propre au marché français, qui est le rôle du management, qui fait que sur un actif, on peut avoir par le management un accès particulier, un accès à l'info, et donc la dimension managériale est clé pour aligner les étoiles sur un dossier. Vous avez dit, Emmanuel, donc des secteurs assez bullish où les gens on se rue avec des valos, on peut y revenir dans quelques instants, qui peuvent être assez stratosphériques. Et puis on parle de secteurs en souffrance ou en difficulté qui attirent moins. Vous avez cité d'ailleurs des exemples très parlants dans l'aéro ou dans l'auto. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le secteur en tant que tel. Donc, je dirais, il y a les fondamentaux du secteur, que ce soit les caractéristiques clés du secteur, que sont la croissance, la résilience, sont évidemment très différentes. On a évidemment des équipes de management qui peuvent être très très fortes dans l'auto, dans l'aéro, dans tous ces secteurs. Mais naturellement, quand les avions ne volent pas, il y a tout un pan de l'économie, de l'écosystème de l'aéro qui ne fonctionne pas. À l'inverse, le secteur de la santé, aujourd'hui, les sous-jacents, que ce soit les sous-jacents démographiques, que ce soit l'accès au laboratoire, à la santé à domicile, sont des vecteurs de croissance. Et donc ces fondamentaux de l'économie et de ces secteurs sont, je dirais, le facteur clé de succès entre la santé ou l'aéro, par exemple. Et entre les deux, il y a un ventre mou. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle souvent d'un marché à deux vitesses, en caractérisant finalement les aspects très radicaux, super croissance, super rentabilité, super profil, et puis secteur difficile, donc qui est un peu tiré, plombé vers le bas par la macro. Mais entre les deux, ce ventre mou sectoriel, est-ce que vous allez regarder des opérations qui sont dans ces domaines d'activité, pas une super croissance, pas une super, mais pas un secteur en souffrance non plus. Vous voyez ce que je veux dire, un peu cet entre-deux, il est intéressant aujourd'hui ? Oui, il demande probablement plus de temps aussi, c'est-à-dire qu'il faut là aussi se forger une conviction, passer du temps, regarder des actifs qui sont diversifiés, qui font qu'on peut se donner du confort sur telle géographie, sur tel segment, donner du confort sur une équipe de management. Donc oui, il peut y avoir des bons dossiers à des valorisations attractives sur ce ventre mou. Mais naturellement, ça demande plus de travail de conviction d'une deal team, d'un comité d'investissement, et puis également dans l'histoire de nos fonds vis-à-vis de nos clients, nos LP, il faut être en mesure d'expliquer pourquoi on va sur tel secteur,
qui peut davantage être qualifié comme ventre mou. Donc il y a de très beaux dossiers aussi, mais il faut, je dirais, être très préparé et y passer peut-être plus de temps. Merci beaucoup Emmanuel. Louis, êtes-vous avec nous? Vous nous entendez? Je vous entends, Emmanuel, je vous entends Allô, très bien. Houston. Bon, on est très heureux de vous avoir avec nous, Louis, aujourd'hui. J'ai la même question en fait que j'ai posée à Emmanuel, de savoir comment est-ce que vous percevez tous les éléments qui viennent d'être partagés. Est-ce que vous êtes un peu plus prudent que vos confrères ici ou pas? Bonjour à tous. Alors effectivement, il y a des forces d'une puissance assez inégalée actuellement. On a parlé de l'excès de cash, j'y reviens pas. Il y a tout de même aussi des incertitudes très fortes. Enfin, on est en train de parler d'investissement en equity dans des boîtes moyennes à 5 ans, c'est notre métier, à un moment où pour un gouvernement, que ce soit en Europe, il est difficile de prévoir ce qu'on fait la semaine prochaine. Donc n'oublions pas qu'on est dans un monde où les incertitudes sont extrêmement fortes, ce qui est un driver important pour ce marché. Et le troisième driver, et qui est assez remarquable, c'est que nous avons un certain nombre d'entreprises et de vendeurs qui sont complètement sous anesthésie, PGE en France et des équivalents dans d'autres pays, c'est-à-dire des entreprises ou des vendeurs qui sont très fragilisés, mais dont la fragilité est aujourd'hui cautérisée ou cataplasmée par des injections massives qu'il va bien falloir rembourser un jour. Et je pense que le réveil va être assez difficile. Donc notre marché, il est quand même drivé par toutes ces forces qui atteignent un niveau exceptionnel qu'on n'a pas connu depuis au moins 10 ans, et pour certaines d'entre elles depuis beaucoup plus longtemps. S'agissant de la polarisation sectorielle, je suis d'accord avec ce qui a été dit également, sauf peut-être avec le qualificatif de ventre mou. Il y a effectivement cette polarisation, j'y reviens pas, entre des secteurs où il faut acheter whatever it takes et où les dossiers partent très vite, très cher, des secteurs qui sont délaissés parce qu'il n'y a aucune visibilité, mais une grande partie de l'économie est entre les deux. Et dans cette grande partie de l'économie, c'est assez étonnant de voir des entreprises dont le positionnement sectoriel n'évoque pas immédiatement un très grand succès en phase de Covid, mais qui en fait sont en train de performer très bien. Je pense que le marché qui s'est beaucoup polarisé sur la tech et la santé, qui a rajouté l'éducation, qui est en train de rajouter les fintech dans les secteurs qui sont très appréciés, est en train de se rendre compte aussi qu'il y a des entreprises ou des segments qui ont très très bien performé et qui méritent de l'intérêt, et qui sont peut-être plus intéressants à acheter à 10 fois que d'autres à 20 fois. Et je crois que ça, on va le voir de plus en plus, avec, et je terminerai par ça, probablement aussi dans les secteurs phares, un peu de re-rating, c'est-à-dire qu'il y a eu un amalgame dans certains de ces secteurs où tout le monde achetait un peu tout dans le secteur, et je vois qu'on est en train de percevoir que, par exemple, dans l'éducation, toutes les entreprises d'éducation ne vont pas s'en sortir si bien que ça, et que dans la santé même, on est dans une crise de santé évidemment, mais que les comportements des uns et des autres sont en train de changer, et que l'on peut se poser la question de savoir si à moyen terme ça ne va pas réduire un certain nombre de pathologies, et donc casser complètement le mythe que la santé est bien partie pour 5 ans ou 10 ans, quel que soit le segment de la santé. Il y aura des segments ultra porteurs, il y aura des segments sur lesquels la visibilité est en train d'être perçue un peu différemment depuis quelques semaines. Donc ne pas prendre d'un seul bloc ces grands ensembles sectoriels dont on parlait, mais avoir un petit peu de discernement sur les sous-jacents de ces différents domaines d'activité. Exactement. Merci beaucoup Louis. Emmanuel, je reviens vers vous un instant. Vous avez beaucoup dit dans votre prise de parole être très préparé, bien bosser en amont, si vous me passez l'expression. Est-ce que ça vous permet de vous faire un sentiment de confort suffisant pour vous dire non mais là on peut appuyer sur le bouton et payer 15-20 fois les bidas parce que on se sent rassuré entre guillemets sur ce qu'on est en train de faire. Comment on se prépare et est-ce que c'est ça l'objectif ? Alors oui, effectivement, il faut être très préparé en amont, et pour pouvoir se donner du confort sur un niveau de valorisation, il faut se donner du confort sur son caractère soutenable et se dire que ce qu'on paye à l'entrée sera le niveau de valorisation à minima à la sortie. Et ça passe par plusieurs dimensions. Ça passe par une dimension de connaissance sectorielle qui fait que depuis plusieurs années, on travaille un secteur, les sous-segments de ce secteur, et je partage ce que dit Louis. Il y a évidemment une granularité, une différenciation à avoir
en fonction des segments, et donc il faut rentrer dans ce détail-là pour avoir la connaissance des fondamentaux, de la croissance, des barrières à l'entrée, du paysage concurrentiel qui donne justement toute la qualité de la connaissance sectorielle. Il faut être très préparé en amont sur l'actif en tant que tel, et souvent pendant des années on travaille avec une équipe de management, on suit cette équipe, on suit le parcours de la société, et donc cette perspective permet de s'éduquer aussi sur l'actif et d'éduquer aussi notre comité d'investissement. Et puis, il y a, je dirais, ce dernier paramètre qui est un des facteurs clés de succès, qui est l'intimité qu'on peut avoir avec le management le moment venu. Plus il est en amont, plus il favorise je dirais, l'actionnabilité du deal. Mais l'information que va pouvoir nous donner dans le contexte du due diligence ou dans le contexte de la relation avec le management sur une info plus granulaire, plus qualifiée sur des cibles en cours, des projets de développement, des innovations, font qu'in fine, on va se donner du confort sur un niveau de valorisation, sur la qualité de l'actif, la qualité de ses positions et in fine, potentiellement sa valeur stratégique et donc la soutenabilité de la valeur. Donc c'est cette dimension fondamentale qui fait que on peut appuyer sur le bouton en se disant que ce sera un bon deal. Bien. Sur ces aspects valorisation, Louis, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques enseignements de l'évolution du fameux indice Argos que vous partagez avec le marché de manière trimestrielle? Qu'est-ce que vous retenez du troisième et du dernier trimestre ou de l'année 2020 et de la tendance, en fait, du momentum de l'évolution des prix? Alors, ce qui est frappant, c'est d'abord que cet indice est resté à des niveaux élevés. Au troisième trimestre, on était à nouveau au-dessus de 10 fois l'EBITDA. Et on a donc eu cette petite faiblesse pendant un ou deux trimestres, mais qui est déjà effacée. On nous demande régulièrement, quand on présente l'indice, quand est-ce que la bulle va éclater, et on répond régulièrement qu'on n'est pas sûr du tout que ce soit une bulle, et donc qu'elle éclatera. En tout cas, pas tant que les taux longs seront aussi bas. Et quand les possibilités de placement du cash dans le monde sont aussi limitées, en tout cas dès lors qu'on cherche des rendements positifs, on ne voit pas de raison que les valorisations se mettent à baisser. La comparaison d'ailleurs avec la période 2007-2008 n'est pas valable, puisqu'à l'époque les taux longs étaient à 4,10, 4,20% au moment où on atteignait des hauts près de 10 fois à l'époque. Et donc c'était très différent. Quand on achète une boîte à 15 fois les bits, ça veut dire implicitement qu'on valorise, qu'on capitalise ses cash flows à peu près 7%. Quand les taux longs étaient à 4%, on pouvait trouver que la prime de risque était faible. Quand les taux longs sont négatifs, la prime de risque reste élevée. Donc on pense que ces valorisations vont rester élevées. Ce qu'on constate quand on creuse un tout petit peu plus sectoriellement l'indice et les dernières publications de l'indice, c'est cette polarisation à nouveau dont on vient de parler. Et une des raisons aussi pour lesquelles l'indice est resté à des niveaux élevés, c'est que les secteurs qui typiquement avaient les valorisations les plus faibles sont sortis des deal charts. L'automobile typiquement est sorti des deal charts. Donc l'impact n'est pas massif parce que l'indice est une médiane et pas une moyenne, mais en éliminant le bas de la distribution, ça fait aussi un peu monter la médiane. Donc cet effet de focalisation sur certains des secteurs contribue à maintenir ces valorisations. Merci. Et on le pense durablement. Voilà. Merci beaucoup Louis. Alors Maxence, je me tourne vers vous, l'avocat que vous êtes dans les discussions qu'il a avec les acheteurs et les vendeurs qu'il représente. Est-ce que tout ce dont on vient de parler, ça résonne dans les négociations que vous menez aux côtés de vos clients? Est-ce qu'ils partagent le même genre de préoccupation ou le même genre d'attrait pour encore une fois certains secteurs ou actifs? Oui, alors ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement le Covid a été un petit peu un accélérateur d'un marché qui était déjà très bullish avant le Covid. Il y a eu ce confinement qui fait que pendant 2-3 mois, tout s'est un petit peu stoppé, arrêté. Et puis quand on a compris que la dry powder était toujours là, que les taux resteraient bas, que la création monétaire battrait son plein parce qu'on allait soutenir l'économie à fond, eh bien tout le monde a repris le chemin des deals, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, avec peut-être quelques phénomènes de discrimination sur les actifs. C'est qu'il y a ce flight to quality. Il y a ce raffinement dans l'analyse sur certains secteurs. C'est pas toute la santé, c'est peut-être certaines boîtes dans la santé qui vont mériter une valorisation peut-être plus élevée. C'est des conditions de deal extrêmement concurrentielles.
C'est-à-dire qu'avant la crise, c'était déjà la grande bataille pour faire des deals. Après la crise, c'est encore plus fort. Ce qu'on a vu, nous, pendant l'été, ça a été des process extrêmement rapides, très très concurrentiels, des préemptifs dont on ne parlait même pas sur le marché, qu'on a fait en plein mois d'août pour aller encore plus vite et être sûr d'avoir le deal. Bref, on est dans des conditions de concurrence, me semble-t-il, très très fortes. Je voudrais quand même revenir sur un point, c'est que on parle de ces actifs très très valorisés, la santé, l'éducation. Louis disait qu'il y a aussi d'autres actifs qui sont regardés avec des multiples plus bas, mais qui se sont montrés résilients, parfois avec un peu de surprise pendant le Covid, et qui attirent l'attention. Il s'agit simplement de bien les valoriser, d'avoir une vraie proximité avec le management pour travailler un peu sur le long terme, mais on se rend compte qu'il y a des deals magnifiques qui sont faits à 9 fois les EBITDA sur des secteurs peut-être moins visibles, mais qui vont sûrement être de très beaux succès pour demain. Il y a un point dont on n'a peut-être pas parlé, mais qui m'a semblé aussi une caractéristique de cette période Covid, c'est la façon dont les fonds se sont comportés pendant cette période. On s'est rendu compte que les fonds ont été des actionnaires en général assez remarquables. Et on peut voir la différence entre des ETI qui ont des fonds à leur capital, c'est-à-dire le vrai soutien d'un actionnaire professionnel qui a des moyens, qui sait réagir à une crise, par rapport à un actionnariat peut-être plus familial, qui a moins de moyens et qui a pu être plus désemparé. Ça, je crois que c'est une des grandes leçons de la période. Merci beaucoup Maxence. Juste peut-être Olivier, François, je voulais vous donner la parole quelques instants sur ce fameux discernement des secteurs que Louis a introduit dans la conversation. François, est-ce que ça fait se fouiller, aller plus en profondeur sur les sous-jacents, donc sur l'activité des boîtes? Ça, c'est des infos de plus en plus demandées en data room. Les fonds, ils vont aller chercher vraiment à aller vraiment tout en bas de la compréhension d'un sous-jacent sectoriel. Exactement, et c'est pour ça que c'est ce que je disais en introduction, le volume d'informations demandées en data room est plus important parce que les acheteurs veulent voir plus en détail l'information, veulent prendre moins de risques. Même s'il faut aller vite. Et comme l'ont évoqué les personnes de ce panel, c'est vrai qu'on a constaté que le secteur de la tech était très demandé, la santé aussi, mais aussi beaucoup l'énergie, les énergies renouvelables. Un gros secteur en croissance. Alors peut-être que les fonds sont moins focalisés dessus, mais c'est un secteur en grosse croissance. Merci. Olivier ? Moi, je voulais faire une petite remarque sur le mode opératoire de nos clients, les fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est aussi une gouvernance. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne seule qui décide de faire un investissement, c'est une équipe, c'est un comité d'investissement. Et aujourd'hui, les comités ont été extrêmement mobilisés sur la réaction, c'est ce que disait Maxence, et d'une manière assez remarquable, en soutien des équipes, des managers. Et puis, il y a un aveuglement aussi peut-être aujourd'hui sur un certain nombre de secteurs. Moi, j'aimerais qu'elle prenne un petit peu le temps de se dire que dans tout ça, effectivement, collectivement, au niveau de la gouvernance, il y a peut-être des secteurs qu'on considère peut-être cycliques, les services liés au pétrole, ce qui est au BTP, et peut-être est-ce que c'est vraiment cyclique? Est-ce qu'à l'intérieur de ces cycles, il n'y a pas des différenciations à faire? Et est-ce que déjà, c'est pas dans le prix, quelque chose qui est à 8 fois aujourd'hui, quand le reste est à 15 fois ou 12 fois? Est-ce que c'est pas déjà pricé, et donc le risque, il est déjà là? Et ça demande du temps. Aujourd'hui, je pense que ce temps, les équipes ne l'ont pas vraiment prise parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent sur le marché, beaucoup d'argent à déployer, et c'est plus simple de ne pas se poser la question parce qu'on n'a pas le temps de se la poser. Si on peut prendre un petit peu de recul, il y a beaucoup de choses qui sont ce que tu qualifies du ventre mou, qui aujourd'hui sont de très bonne qualité. C'est-à-dire que les cinquantenaires disent que derrière le ventre mou, il y a des abdos. Si on cherche bien, il y en a. Et donc, ce ventre mou, il peut être très très bien structuré avec des beaux abdos. Et j'aimerais bien que nos équipes de clients, de comités d'investissement prennent plus de temps pour retrouver cette qualité des abdos d'un ventre pas si mou que ça. Avant qu'on repasse la parole à Maxence, évidemment, là, Emmanuel et Louis, vous devez réagir à ce que vient de dire Olivier. Louis ? Allez-y, Emmanuel, allez-y. Okay. Non, mais je partage ce que dit Olivier sur le fait que, et c'est ce qu'on se disait sur ce ventre mou, il y a effectivement, il peut y avoir de beaux actifs, et en tout cas, il y a une façon de les approcher par une valorisation cohérente et une due diligence approfondie, un travail de fond. Donc on peut approcher ces dossiers de cette façon-là. Après, il y a effectivement
une stratégie aussi d'investissement qui peut consister à jouer les cycles, et ça peut être effectivement une façon de faire des bons deals, de moyenner à la baisse le multiple du fonds et de jouer le cycle. Ça dépend aussi des stratégies. Il y a des fonds qui jouent le cycle. Nous, typiquement, chez Ardian, on est moins à jouer le cycle, mais c'est une stratégie d'investissement qui a du sens et qui peut permettre de faire des bons deals également. Louis, vous voulez dire quelques mots, ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, non, je crois. Enfin, nous, on est assez contrariens aussi, donc on s'ébat avec joie dans ce qui est un peu délaissé, sachant que évidemment la perspective a changé, que dans 5 ans, quand il s'agira de vendre ce portefeuille, on aura oublié les tendances actuelles. Donc il y aura dans les secteurs actuellement très demandés, il y aura de très très belles histoires, parce que c'est vrai que dans la tech, il y aura des perspectives de croissance soutenues pour un certain nombre d'entreprises et durablement, mais on voit des très très belles performances dans des secteurs aussi variés que les jouets, le nautisme ou 2 ou 3 autres secteurs qui sont pas du tout dans les radars, avec des entreprises qui sont en train de performer, qui sont en train de prendre des parts de marché mondiales, et celles-là sont vachement intéressantes. Merci beaucoup Louis. Maxence, on revient, je voulais vous entendre sur le sujet des management packages. On a beaucoup dit aussi depuis le début de ce panel que le management était central, qu'il était fondamental encore plus que jamais de créer une intimité avec ce management. Comment ça se traduit dans l'articulation des management packages ? Alors, je dirais que ça se traduit de 2 façons. Ça se traduit dans les packages eux-mêmes. Je pense qu'on a pu avoir des discussions depuis le post-Covid sur des management packages qui pouvaient démarrer peut-être un peu plus bas. Il y a une tendance à faire partir les courbes un peu plus vite finalement. Et c'est un peu normal parce que c'est une réaction à la pression que le management représente dans un deal. Finalement, on a 2 grands acteurs sur un deal. On a le vendeur bien évidemment, mais le management crée une auction dans l'auction. Et ça, c'est un truc qui m'a quand même beaucoup frappé. C'est une spécificité qui est très française. C'est que finalement, la négociation du management package dans une auction, c'est l'un des éléments fondamentaux du choix du repreneur. On a 2 discussions. Il y a la discussion prix, etc. Celle-là s'aligne souvent assez rapidement et on est tous pas très loin. Et puis il y a la négo sur le management package, et c'est un peu la conjonction des 2 qui fait qu'on sera choisi. Ça, c'est un truc qu'on explique à nos amis anglais, par exemple, ou américains, et qui ne comprennent pas d'ailleurs, qui trouvent complètement dingue. Sur les management packages, je pense qu'on est toujours sur les mêmes tendances, et peut-être même encore renforcées. On a des packages qui sont en général assez généreux, assez ambitieux, comme je le disais, avec une pression sur le fait qu'ils démarrent un peu plus tôt. Certains, on a déjà pu commencer à les renégocier pour tenir compte du Covid, parce qu'il faut bien remotiver ce management lorsque l'entreprise a un peu souffert et qu'on décale d'1 an, 2 ans l'horizon de la sortie. Donc ça, c'est un élément aussi très important dans les discussions qu'on a pu avoir depuis le mois de mai-juin. Et puis encore un dernier élément, vous allez dire que c'est mon dada, mais l'attitude des fonds pendant le Covid, on l'a vu sur les process qui ont redémarré depuis le mois de juin, est prise en compte par les fonds et par les managements quand il s'agit de choisir un repreneur. On se dit que quand tel fonds a bien soutenu ces entreprises pendant la période, c'est un critère très important pour la prochaine crise. Merci beaucoup Maxence. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le management package ? Oui, Olivier, en quelques mots, et puis on poursuit après notre dernière partie de la table ronde. Oui, le management package, je trouve, c'est effectivement est de plus en plus au centre des discussions, mais pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans ce secteur et plus d'argent que de dossiers, et donc on le sait, la rapidité d'exécution et le fait de pouvoir préempter est un atout majeur. Donc pour préempter, il faut aussi avoir un échange d'informations au-delà de la documentation qu'on envoie, et elle se fait avec le manager. Donc le manager est toujours mis au centre de la discussion, et de plus en plus tôt. Mais aussi, c'est un autre élément, c'est que un processus d'achat et de cession, c'est assez normé. Et si on veut sortir de cette norme et avoir un vrai dialogue et un petit peu comprendre comment va être la gouvernance future, il faut avoir des moments où on se rencontre. Et la discussion autour du management package, c'est aussi une manière de se projeter sur une gouvernance avec son futur actionnaire, dans les interactions sur les termes juridiques du management package, et pas que économiques. On peut commencer à voir
et se positionner, se projeter sur la gouvernance future. Et c'est important pour le manager, il est aussi demandeur. Et c'est pour ça que je pense que ça remet, non seulement pour des questions de valorisation, mais de mode opératoire, le management package au centre des discussions. Merci Olivier pour cet éclairage. Alors on va poursuivre dans les... Louis ? Oui, très brièvement, je voudrais juste ajouter sur ce thème que les LPs aussi, pour reprendre les termes de Maxence, trouvent que ce qui se passe en France est complètement dingue. Et les plus structurés d'entre eux commencent à arriver maintenant en due diligence avec des batteries de KPI sur qu'est-ce que c'est que ces management packages que vous avez accordés en France. Donc je tire un peu le signal d'alarme là-dessus parce qu'on est quand même financé par des LPs et qui ne sont pas d'accord avec les management packages à la française. Vous avez bien fait de prendre la parole, Louis. Merci de nous avoir, d'avoir attiré notre attention sur ce point, en effet. Alors, je vous propose peut-être qu'on avance dans la dernière partie de cette table ronde un peu sur l'environnement de gestion des risques contractuels et réglementaires dans lequel les fonds évoluent. On a entendu beaucoup Maxence parler du retour de la MAC clause et d'autres clauses contractuelles qui arrivent dans les contrats d'acquisition, mais aussi des innovations ou des nouveautés sur les term sheets de financement. L'objectif là, c'est bien de sécuriser le deal, Maxence, ou de se laisser la liberté de sortir si on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, le mois de mars a été très intéressant parce que post-confinement, on a reçu plein de coups de fil sur le thème. On est engagé dans un deal. On n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. Il faut quand même se rappeler qu'à partir du 17 mars, ça pouvait être un peu la panique pour plein de gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a dans le contrat? Très honnêtement, on était pour le LBO sur un marché qui était déjà très bullish. Donc, de toute façon, les deals se faisaient en général sans MAC. Et la grande question était de savoir conditions de financement ou pas de conditions de financement. Et quand il y avait conditions de financement, c'est là-dessus que le débat s'est polarisé. Le débat est un petit peu différent dans les deals industriels parce qu'on a eu la même question, ce qui comprenait aussi les build-up, parce que dans ces deals-là, on a en général une MAC dans le contrat d'acquisition. Pas toujours, mais on l'a quand même souvent. Et là, le débat a plutôt porté sur est-ce que le Covid justifie ou peut justifier la mise en œuvre d'une MAC. Donc je vais vous faire une vraie réponse de juriste, ça dépend de la rédaction de la clause. On a un petit peu deux types de MAC, il y a ce qu'on appelait les MAC marché, donc un événement qui affecte un peu tout le monde peut remettre en cause le deal, ou les MAC business, un événement qui est cette fois-ci uniquement propre, intrinsèque à l'entreprise, peut permettre de sortir. Alors j'ai eu ces débats-là sur des deals de M&A, sur des deals de LBO. On a participé aussi à certains contentieux, c'est-à-dire que ces sujets-là ont été portés devant le juge, devant le tribunal de commerce de Paris, qui a rendu des décisions très intéressantes. J'y reviendrai peut-être 2 minutes parce que c'est quand même exemplaire en fait ce qui s'est passé. La grande question, c'est d'abord de se dire est-ce que le Covid affecte l'entreprise en question? Quand il y a une MAC et qu'on dit on peut remettre en cause le contrat d'acquisition s'il y a un événement significativement défavorable qui affecte l'entreprise. Eh bien, est-ce que la survenance du Covid, la pandémie mondiale, est-ce que le confinement affecte réellement cette entreprise? Et là, dans l'analyse, en tout cas au moins juridique, le point le plus compliqué, c'est le facteur temps. Au moment où, fin mars, on regarde un contrat d'acquisition, on a un client qui nous dit on est très stressé parce qu'on pense que le Covid, ça va être très compliqué, mais qu'il faut expliquer à un vendeur qu'on actionne la clause en lui disant ben voilà, il y a le Covid, il y a un risque que... mais le vendeur va dire oui, mais aujourd'hui il n'y a rien qui a changé, la boîte n'est pas par terre, c'est peut-être un blip, ça va peut-être durer 4 semaines, 8 semaines. Où est l'effet long terme? Est-ce qu'il y a besoin de cet effet long terme? Est-ce qu'il faut apprécier la clause maintenant, ou est-ce qu'il faut l'apprécier a posteriori? Toutes ces questions qu'on a posées ont donné lieu à des débats très compliqués avec certains vendeurs. On a pu mettre, et je pense à un cas notamment, on a pu mettre en jeu cette MAC, ça a été porté devant le juge, et le débat devant le juge était celui-là. A posteriori, on se rend compte que la boîte n'est peut-être pas si affectée que ça, ou qu'elle ne le sera peut-être pas tant que ça à long terme. Est-ce que ça justifiait la MAC? Ça, c'était le premier débat. Deuxième débat dans les LBO, pas de MAC, mais parfois des conditions de financement. Et le financement, dans les LBO secondaires notamment, tertiaires, etc., s'articule autour de la notion de certain funds. Certain funds, normalement, il n'y a pas de MAC. Bon. Mais là, on a plongé dans certaines clauses, et il y avait beau y avoir des clauses de certain funds,
je rentre un peu dans le détail parce que c'est quand même très intéressant, certaines clauses prévoyaient que d'ici le closing, la cible devait remettre par exemple un business plan à jour, tout simplement, ou remettre au moins le même business plan qu'au moment du signing, dire voilà, ce business plan est toujours valable. Cette simple condition-là, cette fois-ci, la boîte n'était pas en mesure de le faire parce que c'était un secteur qui était très affecté, donc le manager ne se sentait pas de remettre un business plan au mois de mai qui était le même que le business plan qu'il avait remis au moment du signing fin janvier. Cette condition-là a pu permettre de remettre en cause ou au moins d'arguer le fait que la clause de financement, la condition de financement ne tenait plus, bien qu'elle soit en certain funds, et donc sortir du deal sur le fait qu'il n'y aurait pas le financement. Je vous passe les débats compliqués auxquels ça a donné lieu, mais ça faisait partie d'une des petites branches auxquelles on a pu se raccrocher. Donc je raconte tout ça parce qu'on a vécu des semaines très compliquées sur certains deals, on a vécu des débats judiciaires où on a vu que le juge en général était assez compréhensif sur la mise en œuvre de ces clauses, c'est-à-dire qu'il prenait comme approche de dire, bon ok, il y a la rédaction de la clause, mais dans l'esprit, vous étiez d'accord pour que s'il y avait quelque chose de grave ou de potentiellement grave sur l'entreprise, pouvait remettre en cause le deal, il accueillait quand même pas mal les arguments. Donc les jugements sont plutôt bien passés pour les acquéreurs qui ont cherché à sortir. En tout cas, c'est l'expérience qu'on en a eue. La leçon de tout ça, c'est que post-confinement, les deals qu'on a fait pendant l'été étaient ultra blindés. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus question de dire il y a une certain funds de financement, etc. On dit très bien, mais on s'en fout, on est vendeur, on ne veut même plus parler du financement dans le contrat d'acquisition. Au contraire, on va faire 3 choses. On va faire une première chose qui va être de dire le financement, quoi qu'il arrive, n'est pas opposable. Ok, vous avez une super dette, elle est en certain funds, vous me dites qu'elle est blindée, vous me la remettez, c'est très bien. Mais si jamais vous ne l'avez pas au closing, c'est votre problème. Donc vous prenez le risque en equity totalement. Ce qu'on a fait sur des deals de taille assez importante. La deuxième réaction a été de réfléchir sur d'autres deals, sur des clauses d'earn-out, de se dire, bon, il y a eu le Covid, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, ce que ça donne, etc. On va quand même partir sur l'idée qu'on va voir 2020 et 2021 peut-être, et on paiera un complément de prix en 2022 en fonction des résultats. Réaction finalement assez saine. Et puis la troisième réaction, c'est que s'il y a le moindre doute, et là je reviens sur mes build-up et mes deals plus industriels, il est évident que la MAC va être réintroduite sur ces deals-là, et ce serait une donnée fondamentale parce qu'on ne peut plus s'engager quand on a un acheteur industriel sur une hypothèse où est-ce qu'il y a un troisième confinement, qu'est-ce qu'on fait, etc. On va avoir besoin de sortir, ce sera une donnée du deal. Merci beaucoup Maxence pour ce panorama. Ça nous fait prendre un peu la mesure de l'évolution des négociations sur le plan contractuel et de la manière, encore une fois, dont on intègre ce risque. Il nous reste 5 petites minutes avant qu'on clôture cette table ronde. Notre objectif, ce n'est pas de prendre du retard quand on est dans ces formats uniquement digitaux. Je vous pose donc la question de manière un peu collective, on va dire. Le sujet, c'est celui du contrôle des investissements étrangers dans l'ensemble de cette gestion des risques dont on parle. On a vu que le veto de l'État sur le rachat de Photonis, son opposition sur le deal Carrefour dans un univers purement industriel avait aussi suscité beaucoup d'émoi dans le milieu des affaires. Je pose une question à Maxence qu'il prendra après, mais il va s'en souvenir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la doctrine de l'État se durcisse encore plus sur cet aspect du contrôle des investissements étrangers avec une lecture plus extensive, on va dire, des secteurs sensibles et stratégiques? Et une question à Emmanuel et à Louis sur la manière dont vous, acteurs du PI, vous devez intégrer ce risque de contrôle des investissements étrangers pour votre future sortie. Comment est-ce que vous voyez cette autorisation préalable compliquer vos scénarios de liquidité dans l'horizon, soit aujourd'hui parce que c'est l'heure de la sortie, ou dans 5 ans? Et on a 5 minutes sur le sujet. Emmanuel, on commence. Okay, donc, effectivement, le sujet des investissements, du contrôle des investissements étrangers en France, c'est un sujet qui est aujourd'hui assez prépondérant dans le dialogue, dans le dialogue politique et qui vraisemblablement n'a pas vocation, et je ne veux pas présenter ce que dirait Maxence, mais n'a pas vocation, il y a une forme d'effet cliquet qui fait que ce qui aujourd'hui a été acté, que ce soit dans les secteurs et dans les décisions qui ont été prises,
a plutôt vocation à perdurer. Et on l'a vu par la loi Pacte et par un certain nombre de décrets, l'extension du champ d'application du contrôle des investissements étrangers en France est en cours. Pour les acteurs du pays, ça implique 3 choses. 1, d'être très au fait et très à jour de ce champ d'application, puisqu'historiquement c'était des sujets comme la défense, aujourd'hui ce sont les télécoms, l'énergie, les transports, la sécurité alimentaire, tout ce que le gouvernement appelle le secteur d'avenir, donc l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Donc il y a un champ des possibles large du champ d'application, et donc il faut être très à jour de ça. Du coup, comme vous le disiez, il faut pouvoir pour nous le factoriser, et le factoriser dans nos equity stories et dans notre optionnalité de sortie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un actif dont on se dit qu'il a une valeur stratégique, mais que potentiellement, une partie des acteurs industriels qui pourraient être à la sortie ne seront pas invités ou avec lesquels on devra composer sur une feuille de route de sortie possible. Et puis, il y a une dernière dimension qui fait que quand bien même on va au bout d'un exercice de cession d'un actif qui est concerné par ce champ d'application, il y a potentiellement la nécessité de dialoguer avec les autorités publiques, avec l'État, pour potentiellement co-construire un chemin qui peuvent être des engagements, avoir la BPI autour de la table, donc des solutions qui peuvent permettre de répondre aux attentes des autorités. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Je passe la parole à Louis et Maxence, tu clôtureras sur ce sujet et sur l'ensemble du panel. Louis ? Oui, 2 choses très brièvement. La première, c'est qu'effectivement, les solutions se négocient avec l'État. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on fait des investissements dans les secteurs jugés stratégiques et on n'a jamais eu de particulière difficulté à trouver des accords. Il faut rassurer l'État sur le fait qu'on ne va pas démonter les capacités ou mettre les boîtes en l'air. La deuxième chose, c'est une observation qui fait la boucle sur cette table ronde, puisqu'on constate qu'à peu près tous les secteurs qu'on a qualifiés comme chauds et en forte demande tout à l'heure, sont désormais au sein des investissements stratégiques, sauf peut-être les fintech, ce qui amène à réfléchir peut-être à 2 fois avant de mettre beaucoup d'argent dans ces secteurs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir bouclé la boucle. Maxence, le mot de conclusion sur ce sujet, ça nous fera aussi la conclusion de la table ronde. Emmanuel avait l'air de dire, voilà, il y a cet effet cliquet, on ne reviendra pas en arrière. Est-ce que le juriste que vous êtes a aussi cette lecture ? Oui, très certainement. Il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est que l'extension de tous ces sujets date de 2014 avant tout, Montebourg. Et en 2014, 2015, 2016, 2017, Bercy a pu prendre certaines positions sur des secteurs très souples en général. On revisite cette question. C'est-à-dire qu'à la faveur de la Covid, il y a certains santé, notamment autour de la santé publique, certains sujets, qui en 2017, 2016, 2015 pouvaient être vus comme non stratégiques par l'État et sur lesquels peut-être l'État voudra étendre son contrôle. Donc, dans tous les deals maintenant, on se pose cette question. Est-ce que ça relève de ce contrôle ? Ça peut être très souple, donc on va probablement aller voir Bercy de façon beaucoup plus active, très en amont des deals, pour savoir si ça rentre dans le champ du contrôle. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour l'avenir, si ça rentre dans le champ du contrôle, il faudra savoir que les futurs build-up pourront être aussi concernés. Bref, c'est quand même le retour d'un certain contrôle de l'État dans l'activité deal. En général, ça se passe bien, le dialogue est bon, le service est très accessible, mais ça implique quand même un dialogue qu'on connaissait beaucoup moins avant et qu'il va falloir expliquer aux investisseurs étrangers, même si là-dessus, et j'en finis par là, on ne fait que rattraper le retard que les Américains et les Chinois font depuis longtemps finalement, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus actifs là-dessus et en fait on réaligne un petit peu nos pratiques sur ces pays-là. C'est une tendance mondiale. Bien, Maxence, merci beaucoup d'avoir remis en perspective ce sujet. Je vous remercie d'avoir participé à ce panel, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir apporté vos éclairages en toute transparence et honnêteté. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à Louis. Je ne sais pas s'il est toujours connecté, s'il nous entend. Merci à Louis d'avoir été avec nous également. Messieurs, merci.